Je vais, en tant que directeur de collections éditions Jean-Cyril Godefroy, vous présenter cet ouvrage. L'épée et le cimeterre de Raymond Ibrahim, 14 siècles de guerre entre l'islam et l'Occident. Je vais essayer de problématiser avec vous, de répondre à différentes questions sur ce livre. On ne va pas aller dans le détail, parce que c'est un ouvrage, vous allez le voir, d'histoire militaire touffue, mais qui a toute une réflexion sur le monde contemporain qui peut être intéressante, qui peut également être critiquable. Nous allons essayer de faire les deux ensemble. Et je vais commencer par vous dire pourquoi nous l'avons publié à la demande d'abord de Jean-Cyril. Il faut que vous sachiez qu'il y a quelques années, notre première collaboration avec Jean-Cyril, avant que le Cercle Aristote ait sa propre collection, était la publication d'un ouvrage qui s'appelle Juifs et chrétiens sous Al-Andalus, qui avait un peu défrayé la chronique. Il y avait eu un numéro spécial entre deux valeurs actuelles avec un dossier entier dessus, etc., etc. Alors, je vais revenir sur cet épisode-là avant que nous parlions de l'auteur, puis de la thèse. Les deux ouvrages sont intimement liés. J'ai reçu beaucoup de courriers de gens qui ont peur d'être persécutés et disent et voient des phobies partout, puisque comme vous le savez, nous vivons tous dans une grande cagophobe et chacun a sa phobie. Donc, en réalité, il faut bien comprendre qu'en termes de dialogue interculturel, mon équipe s'est occupée de la traduction, entre autres grâce au génie d'un grand traducteur espagnol qui est Nicolas Klein, certains d'entre vous connaissent, c'est un grand spécialiste de l'Espagne. Nous avons traduit les 3 principaux ouvrages traitant de la question à l'Andalus. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir, tous les milieux qu'on appelle islamo-gauchistes, tous les milieux d'ailleurs islamistes, recyclent à l'envi le mythe à l'Andalus. Et ce n'est pas mythe contre mythe que nous avons voulu faire. J'estime que le dialogue interculturel se fait soit sur de la franchise et sur des faits, soit il ne se fait pas. Pendant très longtemps, la France a eu une tradition, qui d'ailleurs a sa noblesse, disons, d'islamophilie combattante. Ceux qui connaissent les œuvres de Gaston Ouest, ceux qui connaissent les œuvres de ceux qu'on appelle les vieux arabes, je pense à Bruno Etienne, je pense à quelques autres de ce type-là, je pense à quelqu'un qui est un homme extraordinaire du camp national français, qui est Charles Saint-Preux, bien connu dans ses murs, qui lui est très attaché à la fois à l'islam et également aux monarchies, particulièrement les monarchies marocaines. Cette tradition-là a totalement sa noblesse, et ce n'est pas du tout contre elle que nous avons fait ça. Elle a eu aussi malheureusement ses errements, pour ceux qui se rappellent de la figure de Roger Garaudy, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que toute l'œuvre de Garaudy soit achetée. Ce qui veut dire que les choses doivent être relativisées. Alors la fin de l'œuvre de Garaudy n'est pas terrible, je vous le dis, mais il y a des choses à aller chercher, comme souvent chez les penseurs futiles marginaux et nous futiles opposés, mais tous ceux qui reprennent la centralité du mythe à l'Andalus, et ça a été particulièrement le cas de quelqu'un dont le camp national français s'est méfié et a eu raison, qui est Tariq Ramadan. Donc, il a un peu rangé des voitures, frère Tariq, pour des problèmes, disons, il a des penchants darmanesques, disons ça comme ça. Chacun se prend les pieds dans ce qu'il peut. Et nous avons pris au mot une parole pas d'un des maîtres à penser, mais l'un des amis du cercle, qui j'espère va revenir cette année, que je vais vous en parler à la fin. Plusieurs amis du cercle vont nous revenir, qui est Rémi Brague, à qui on disait, Rémi Brague est quand même un des grands penseurs français, à qui on faisait un procès en islamophobie, l'éternel cagophobe, et qui disait, attendez, alors que il se penchait en tant que savant sur des œuvres un peu particulières, je pense à Al-Ghazali et à d'autres. Donc on n'est pas sur l'islamophilie vaporeuse à la France Culture. Et ils disaient, attendez, me faites pas de procès. Moi, je suis un intellectuel qui interroge intellectuellement des textes. Mais, soit on ment dans le dialogue interculturel et on fait vivre des mythes, soit on essaye de s'entendre sur des faits.
Moi, l'école de ce qu'on appelait dès François Ier les turqueries, c'est-à-dire d'avoir une vision très positive de l'islam, à titre personnel, je la soutiens, parce que François Ier a eu raison. Pour une raison, c'est que nous en avions besoin. Néanmoins, l'époque a changé, et maintenant, nous avons le devoir de ne pas faire vivre des mythes qui d'ailleurs n'existent qu'en France. L'Espagne s'est débarrassée du mythe al-Andalus par Séraphin Franckroul il y a de cela une quinzaine d'années. L'œuvre de Séraphin Franckroul a été traduite aux éditions du Toucan l'Artilleur par le soin de mes camarades. Une partie a été... les États-Unis ont d'ailleurs beaucoup joué également à travers l'ouvrage Juifs et chrétiens soit l'Andalous que nous avons traduit, et à l'Andalous et la Croix que nous avons traduit également, qui a été grâce à la diligence des éditions du Rocher. Il ne s'agit pas pour nous d'être monomaniaques, loin de là, il s'agit de faire du travail scientifique sur cette matière-là comme sur toutes les autres, ce que le cercle Aristote a toujours fait. Et aussi parce que, je le dis, je commence réellement à me demander ce qu'une partie du camp national fait, à se gratter sur certains dossiers qui ont été rayés à l'étranger il y a 20 ans. Vous avez remarqué qu'à l'Andalous, on vous en parle beaucoup moins, c'est normal, le travail a été fait universitairement. Grâce entre autres, et je tiens à le souligner, au soutien, comme pour ce livre, d'Arnaud Imatz, qui a quand même été élu à l'unanimité représentant étranger de l'Académie d'Histoire d'Espagne, élu à l'unanimité. Ça nous amène à L'Épée et le cimetière. L'Épée et le cimetière est un ouvrage d'histoire militaire, qui est l'œuvre de Raymond Ibrahim. Alors je sais que le personnage, disons, n'est pas très aimé dans certains milieux diversitaires, parce qu'il appartient à ces gens qu'on aimerait oublier, ces hommes en trop, pour parler comme Jean-François Colosimo. Pas du tout d'ailleurs que Jean-François Colosimo pense que ces hommes soient en trop, hein, mais qu'au Moyen-Orient ils apparaissent comme les hommes en trop, c'est pour ça qu'on les massacre. C'est un chrétien d'Orient. Dans son cas, c'est un copte. Alors au passage, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais quand même, il a des amitiés néoconservatrices. Je fais un léger point là-dessus. Avec votre carnet d'adresses de votre portable, je peux sincèrement, en tant que Fouquier-Tinville de Café Littéraire, faire pendre à peu près qui je veux. Crime de pensée, crime d'arrière-pensée. Pont, risque de pont. Comme je le disais à un journaliste de Street Press un jour, je ne connais pas cette personne, oui, mais c'est pas grave, vous auriez pu. Vous voyez, hein, on n'est jamais aussi éloigné de la potence que ce qu'on croit idéologiquement. Donc, Raymond Ibrahim, en effet, est un proche de certaines figures. Je vais vous citer, par exemple, Daniel Pipes, pour ceux qui voient qui est Daniel Pipes, président du Forum Middle East. Un livre brillant qui montre comment l'agressivité constante de l'islam à l'égard de l'Occident chrétien persiste de nos jours. C'est brutal, ça ne résume pas tout le livre, hein. Mais Pipes, il est vrai, est une personnalité controversée. C'est néanmoins pas une personnalité à prendre à la légère. Si je devais trouver une filiation idéologique à Raymond Ibrahim, je vous citerais quelqu'un qui est un néoconservateur, et pourtant, tous ceux d'entre vous qui ont fait des études universitaires ont entendu ce nom-là comme l'un des plus grands islamologues de ce temps. Qui connaît Bernard Lewis, ici ? Donc, Bernard Lewis était un néoconservateur. Mais, en matière historique, les néoconservateurs sont beaucoup moins, disons, ça pose beaucoup moins de problèmes, si vous voulez. Pour une raison, les néoconservateurs posent problème quand ils ont une influence politique sur la grille de lecture du présent. Sur la grille de lecture du passé, il faut juger ça avec l'œil de l'historiographie. Est-ce que cet ouvrage a des sources ou pas ? Est-ce qu'il les traite honnêtement ou pas ? Nous avons fait le pari que cet ouvrage-là, qui est le... Tiens... Vous savez que le sabotage, c'est dans le code pénal. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, nous avons fait le pari que cet ouvrage était un des ouvrages, disons, un ouvrage précieux d'histoire militaire. Pourquoi ? Parce que il y a dedans
de l'analyse stratégique de haut niveau, sur des faits d'ailleurs rarement traités, avec... L'auteur ne se cache pas derrière son petit doigt. C'est un chrétien copte américain, enfin c'est un chrétien copte égyptien vivant aux États-Unis. Bon. C'est quelqu'un qui a un mauvais souvenir de la domination musulmane. Trouvez-moi 10 coptes qui aient un souvenir exceptionnel de la manière dont ils ont été traités. Néanmoins, il y a dedans des sources, énormément d'ailleurs de sources musulmanes et de sources arabes, qui sont traitées avec l'œil de l'historien militaire, un œil très touffu, complexe, et je peux le dire, je l'ai fait lire à l'un des meilleurs historiens militaires que je connais, qui m'a dit c'est orienté mais assumé, mais néanmoins tout ce qu'il y a dedans est vrai. Et vous n'aurez pas l'équivalent en français tout simplement parce que nous évitons ce genre de sujet pour une raison, c'est que nous pensons que la coexistence se fait sur la faucuterie, mais surtout ou sur la franchise à sens unique. C'est-à-dire, vous êtes coupable, le diversitaire est innocent, quoi que soit le rapport de force. D'accord ? Donc, quel est le sujet précis de l'épée et cimetière ? C'est l'analyse stratégique de 8 batailles entre 636 et 1683. C'est la première grande partie du livre. Avec, et là pour le coup, disons, un partout balle au centre. Il prend 4 victoires musulmanes, 4 victoires chrétiennes. Les victoires musulmanes, c'est évidemment la chute de Constantinople, Hattin, Manzikert, et surtout, la première, la plus terrible pour les armées byzantines, la bataille de Yarmouk, qu'il étudie en détail, pensée stratégique face à pensée stratégique, mouvement face à mouvement. D'accord ? Et les 4 victoires chrétiennes, la deuxième défense de Constantinople, l'Asnabas de Tolona, Tours et Vienne. Au passage, ce sont parfois des batailles, rarement, parce que, alors, à l'exception de Vienne et de Constantinople, beaucoup, je pense que vous les avez peu ou pas entendus. Constantinople, c'est connu, Vienne, c'est connu. Il a évité la facilité de prendre des batailles qui ont déjà été traitées de multiples fois, je pense à Lépante particulièrement. Et en réalité, à partir d'une analyse stratégique extrêmement détaillée, d'ailleurs parfois exigeante, je ne vous le cache pas, c'est pas jeune et joli comme bouquin, c'est vrai. Hein, si vous voulez, c'est pas Los Sombras Completas des Ana Hidalgo. Bon, voilà, c'est pas Ma ville pour une pissotière, etc., etc., etc. Donc bonsoir. Donc, à partir de cette étude stratégique, il analyse des phénomènes sociologiques, historiques et appartenant à ce qu'on appelle la world history. C'est-à-dire, comprenez bien, ce n'est pas de dire le pauvre Occident chrétien face à l'islam. Ce n'est pas du tout le sujet. Il n'y a aucun jugement négatif en soi, ni sur l'islam, ni sur les musulmans. Il n'y a aucune hagiographie chrétienne là-dedans non plus. C'est juste de dire, voilà, ce conflit, et nous allons le critiquer en deuxième partie, ce conflit a existé en tant que tel et a été un petit, mais néanmoins existant moteur de l'histoire globale, autant de l'islam que de l'ancienne chrétienté devenue l'Occident. D'accord ? Donc, on va prendre quelques faits qu'il prend comme analyse. Premièrement, il a une partie théorique sur l'importance de la notion de djihad par rapport à la notion de guerre sainte. Alors, comme vous le savez, le djihad a double sens, mais la guerre sainte aussi, pour les chrétiens. Parce que quand on dit le djihad, il y a le grand djihad que vous faites sur vous-même, le djihad extérieur, oui, les chrétiens aussi ont ça. Si vous voulez, ce qui est normal. Toute religion, et particulièrement toute religion monothéiste, a un côté
ésotérique et un côté exotérique. C'est-à-dire que vous avez ce que vous faites sur vous-même et ce que vous faites être aux autres, et il y a un rapport de parallélisme. Donc ça, si vous voulez, c'est normal. Et surtout, il voit deux choses. Avant que l'islam entre dans un type de décadence qu'il analyse d'ailleurs, qu'il analyse historiquement, et d'ailleurs même sans s'en féliciter ou quoi que ce soit, qu'il analyse par rapport à des facteurs, il voit que, à partir des sources arabes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des phénomènes qui sont historiquement standards, mais que nous retirons de nos grilles de lecture sur ce sujet par politiquement correct. Premièrement, tout le long, les écrits des théoriciens de la guerre, des historiens, et d'ailleurs, à aucun moment, il ne met en doute la sincérité des sources musulmanes. Là, il y a un aspect historiographique qu'il faut souligner. Il les prend comme des sources comme une autre, ni plus ni moins que celles des autres. Ce serait un ouvrage à charge, il les dévaluerait. Bon. Il dit, il y a un moteur de conquête, et de l'autre côté, un moteur de restitution. Ce n'est pas la même chose. Énormément de théoriciens de la guerre chrétiens ne pensent pas qu'il faut aller chercher dans la conquête, dans les territoires qui appartiennent à l'islam, mais qu'il faut reprendre les territoires anciennement hellénisés, anciennement romanisés. Et s'arrêter là, d'ailleurs. D'où le fait que l'Occident est en défense et les forces unies par l'islam, et qui, du moins, sont catégorisées comme ça côté chrétien, apparaissent comme, elles, conquérantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout la même logique. Autre exemple de logique. Parce que Raymond Ibrahim parle et lit toutes les langues de ces conflits, ça sert, il s'aperçoit d'une chose. Même dans le cadre de coalition, il est assez rare que même les stratèges de différents pays chrétiens se définissent de manière unitaire comme chrétiens. C'est très rare. Alors que pour les troupes musulmanes, le fait musulman évite la dispersion. Pour une raison, c'est que, comme vous le savez, par exemple, les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne. C'était des Berbères, et souvent d'ailleurs des Visigoths convertis. Vous voyez ? Il y a eu très très peu d'Arabes lors de la prise de l'Espagne, contrairement à un mythe. Bon. Or, l'islam permet la non-dilution des troupes, alors que le fait que les nations jouent déjà leur rôle en Occident fait que là, on est dans une coalition militaire relativement classique. Là, les segments, ils sont déjà faits. Et d'un côté, oui, ordre chrétien, si vous voulez, mais prenez le nombre de pays, un, qui n'y participent pas, deux, qui d'ailleurs s'en éloignent, à commencer par la France. Vous voyez, l'aspect religieux, et c'est drôle d'ailleurs, parce que les commentateurs arabes, eux, soulignent l'importance pour leurs armées du fait musulman. Ils le soulignent. Et d'ailleurs, parfois, ils s'étonnent du peu d'importance de la coagulation chrétienne en face d'eux. C'est d'ailleurs ce qui joue pour eux, souvent, un rôle, disons, de propagande. Vous voyez, ce n'est pas de vrais croyants, ils n'y croient pas vraiment. Ils sont plus faibles que nous, pour une raison. Dans certaines visions des islams, je dis bien des islams, les hommes pieux et légalistes sont vus comme supérieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et objectivement, le fait qu'il n'y ait pas tant que ça de coalition côté chrétien, ça ne remet pas en cause que quand le conflit devient chaud, il y a un fanatisme religieux des deux côtés, qu'il reconnaît, qu'il illustre et qu'il condamne autant que l'historien peut se permettre de condamner quoi que ce soit. Bon. Autre exemple. À partir des batailles qu'on appellera modernes, il analyse, parce qu'il y a un parallélisme qui joue jusqu'aux années 1500. Et après, il y a un vrai déséquilibre, et ce déséquilibre, c'est la montée des écoles de la tolérance en Occident,
dont il voit les effets sur les batailles, sur les chefs militaires et sur les gouvernements, qui n'a pas d'équivalent. Il le voit à travers, entre autres, le sort des captifs, des deux côtés. C'est pas le passage le plus Charlie du bouquin. Je vous le dis, sincèrement, voilà, c'est pas d'un droit de l'hommisme fou. Voilà, si vous avez envie d'une lecture réconfortante, ces passages-là, je ne dis pas qu'ils sont optionnels, je dis juste ne les lisez pas avant de dormir, quoi. Lisez un truc marrant, par exemple, je ne sais pas, lisez Ma vie de croque-mort de Jérôme Salomon, par exemple, qui est un monument de comique. Malheureusement, il arrête le stand-up, ce qui est dommage, ce qui est très dommage. Donc, avant-dernière partie du livre, les effets en termes de world history. Ce combat-là, ce qui est drôle d'ailleurs, parce que comme on refuse, à cause, et ça je vais conclure là-dessus sur la notion de choc des civilisations, parce que comme personne ne la comprend, tout le monde y voit du fascisme, alors que, si vous voulez, on peut dire ce qu'on veut de Samuel Huntington, mais tout sauf ça. Il y a une vision dure du choc des civilisations, mais ce n'est pas celle d'Huntington en tout cas. Ce conflit, comme tous les conflits, a un aspect séminal. Que lui devons-nous ? Voyons. C'est là où vous le savez tous. Et c'est évident, mais on n'ose pas le verbaliser. C'est grâce à ce conflit que l'Occident va se tourner vers l'Atlantique pour chercher de nouvelles routes commerciales et pour échapper aux razzias et aux barbaresques. Et c'est pour chercher de nouvelles routes commerciales. On pense même que les avancées de la Renaissance ont été rendues possibles justement parce qu'avant il y a eu tous ces conflits. Alors, je vais vous illustrer ça par une scène cinématographique qui, moi, me plaît beaucoup, mais vous allez dire que j'ai mauvais esprit. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film extraordinaire qui s'appelle Le Troisième Homme ? À un moment, alors le troisième homme c'est très simple, un homme veut retrouver son meilleur ami disparu, et puis il se rend compte que son meilleur ami est une ordure, et qu'il vend en pleine guerre des médicaments frelatés. C'est vraiment l'abomination de la désolation, tu vois, le degré André Glucksmann du monde, quoi. Or, il lui dit, mais t'es la dernière crevure. L'autre lui fait un petit laïus qui est intéressant, il lui dit, tu vois la Suisse, 1000 ans de mecs comme toi. Bilan civilisationnel, alors c'est très dur, hein. On peut ne pas aimer les Suisses, mais les réduire à ça, c'est un peu dur, mais la phrase est jolie. The cuckoo clock, l'horloge à coucou. Regarde la Renaissance, regarde l'Italie, les Borgia, des morts à plus savoir qu'en faire, des guerres, la Renaissance, Michel-Ange. L'aspect séminal du conflit, qui est d'ailleurs au cœur de la pensée d'un des plus grands républicains, qui est Machiavel, bien sûr. Or, il y a un aspect séminal de tout conflit, et il y a un aspect séminal que vous allez pouvoir étudier en détail dans ce livre, du conflit islamo-occident. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment, il faut l'assumer, ce qui ne veut pas dire que ce conflit doit aujourd'hui perdurer. Mais de nier qu'il ait eu lieu, je vais terminer là-dessus, c'est la 4e partie du livre et qui est d'ailleurs peut-être la plus critiquable, mais nier que ce conflit ait eu lieu pose énormément de problèmes stratégiques sur lesquels le livre se termine. Après, comme je vous l'ai dit, la dernière bataille étudiée, c'est celle de 1683. Mais néanmoins, évidemment, il pousse l'analyse jusqu'à nos jours. Et particulièrement sur un fait qui est peu connu, qu'il analyse, mais vraiment en détail, et c'est pour ça d'ailleurs que ce livre, 1, a fait scandale aux États-Unis, mais 2, a été un véritable succès. Il revient
sur un fait simple, le pays qui a fait le plus de préparation pour arrêter les barbaresques et pour, entre autres, conquérir l'actuelle Algérie, c'est pas la France, c'est les États-Unis. Et oui, parce que les États-Unis, puissance des mers, ne supportaient pas que la Méditerranée ne soit pas touchable. Et comme les Américains avaient déjà des visées sur l'est de la Méditerranée, ils ont préparé leur flotte et même préparé des troupes d'occupation. Ils l'étudient en détail, et là, pour le coup, vous ne trouverez quasiment jamais ça dans un livre français, pour une raison, c'est que toute l'école d'histoire coloniale dit que c'est la faute de la France, la relation avec l'Algérie. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'à la même époque, tous les pays européens disposant d'une flotte, sans exception, préparent non pas une attaque de l'Algérie, à l'époque l'Algérie n'existe pas, mais préparent la pacification des côtes face aux barbaresques, pour les captifs, pour les esclaves, et pour pouvoir naviguer. Il ne faut jamais oublier que, après, c'est très simple, et c'est d'ailleurs parce que l'arrivée sur les côtes était techniquement injouable, qu'il fallait aller dans les terres, que la plupart des gens qui participent à ça, à commencer par Bugeaud, sont contre. Pour eux, c'est un merdier. Mais ils n'avaient pas tort. Bon. Donc, et il termine là-dessus, avant d'entrer sur la période contemporaine, sur le point qui est certainement le plus critiquable du livre, où il dit, il reprend une phrase que je vais vous citer, que je vous demande pardon, légèrement édulcorée, parce que je ne veux pas que l'algorithme Facebook fasse une crise d'apoplexie, qui est d'un homme extraordinaire dont nous allons traiter cette année, l'historien britannique Hilaire Belloc. À mon avis, peu de gens d'entre vous voient qui c'est, mais si je vous dis qui était le nom de son binôme, tout de suite ça va aller plus vite. Chesterton, tout à fait. Écoutez bien, alors l'historien, en plus franco-anglais, Hilaire Belloc, né en 1870, des millions de personnes modernes de la civilisation occidentale, c'est-à-dire de la civilisation de l'Europe et de l'Amérique, ont tout oublié quant à la nature profonde de l'islam. Ils n'ont jamais été en contact avec cette religion. Ils considèrent comme acquise l'idée qu'elle est en déclin et que c'est de toute façon uniquement une religion exotique qui ne les concerne pas. En réalité, c'est l'ennemi le plus formidable et le plus résilient que notre civilisation ait jamais affronté, et il pourrait bien redevenir à un moment quelconque une menace dans le futur, comme il l'a été par le passé. Hilaire Belloc. Nous sommes... Hilaire Belloc, pour ceux qui voient, il est né en 1870. Et vous pouvez avoir une phrase, je vous rappelle par exemple que vous avez un très long texte de Malraux adressé au général de Gaulle dès 48, je crois, 48, sur le retour de l'islam comme facteur géopolitique majeur pour le siècle à venir. Ça n'implique pas que l'affrontement soit fatal. Ça implique que, et c'est la partie qu'il traite à la fin, qui est peut-être critiquable, lui, il voit dans, entre autres, il voit en analysant les textes islamistes, il prend par exemple beaucoup de textes de l'ancien État islamique, il dit en fait ces textes sont pour beaucoup des citations de sources arabes, de conteurs arabes, de stratèges arabes, de ces grandes batailles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que nous prenons pour des trucs originaux, en réalité, sont une redite. En partie. Comparaison n'est pas raison, l'histoire ne repasse pas les plats identiquement. On est d'accord, ça c'est des faits méthodologiques de base. Mais il illustre aussi par exemple, des choses qui pour nous n'appartiennent pas à l'art de la guerre, mais qui sont par exemple l'infériorisation des femmes par certaines minorités au nom de l'islam quand elles sont en Occident. Il dit ça, pour vous, c'est une nouveauté, mais si vous aviez la mémoire de ce conflit, vous verriez que ça ne l'est pas. On peut trouver que, évidemment, ça ne concerne pas ni tous les musulmans, etc., mais ça va sans dire. Mais
à un moment, il faut pacifier les mémoires par de l'histoire, parce que sinon, vous allez être dans une sorte d'accusation ubiquitaire de l'histoire occidentale par rapport à ce conflit, alors que de l'autre côté, le travail historiographique n'est pas fait. Et résultat, vous avez, je vais prendre l'exemple le plus caricatural, qui est la fin de vie de Garaudy. L'Occident est coupable de tout, point barre. Pour un homme qui n'a pas toujours été ça, qui a été un grand intellectuel communiste, qui a écrit des ouvrages assez puissants sur la dialectique et sur le marxisme, qui a écrit des ouvrages d'ailleurs intéressants sur le christianisme, et qui termine dans l'anti-occidentalisme, dans l'antisémitisme également, l'un d'ailleurs répondant à l'autre souvent, et qui en plus aujourd'hui a sa postérité empoisonnée a annulé toute la totalité de son œuvre à cause également du caractère flicard d'une partie de notre lecture universitaire. Parce que pour nous, dès qu'un mec a écrit une saloperie, tout est à balancer, sauf Céline, parce que la gauche l'a pardonné. Alors que comme ordure, ça se posait là, quand même. Donc, je ne dis pas qu'il faut pardonner ce qu'a fait Garaudy, je dis juste qu'on punit les hommes, on ne punit pas les œuvres. Voilà, c'est... Voilà. Brasillac, on a eu raison de le tuer, et néanmoins il a été publié en grande maison pendant tout le gaullisme et pendant les années 70. Et après il a disparu parce qu'il fallait épurer. Mais bon, épurer les hommes, oui, épurer les œuvres, non. Du moins, c'est ce que j'ai la faiblesse de penser. Or, c'est l'aspect le plus critiquable du livre parce que, et c'est là où j'en viens à un aspect critique, on peut dire qu'il y a un fait d'essentialisme. Et il est évident que quand vous faites de l'histoire aussi longue, 630 à nos jours, vous devez faire un minimum d'essentialisme. Parce que sinon, ça ne tient pas. Si vous prenez le détail du détail du détail, oui, mais quand même, vous vous rendez compte, les chiites duodécimiens ont quand même eu des échanges intellectuels, d'ailleurs il en parle, des échanges intellectuels d'ailleurs assez forts entre les croisés et certains musulmans. Alors pour ceux qui voient qui sont les chiites duodécimiens, la secte des assassins, ça vous dit quelque chose? Le vieux de la montagne, etc. etc. Tout ça est vrai. Le problème, c'est que tout ça est connu déjà. Et d'ailleurs, c'est la mémoire qu'on veut avoir. Ce qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'on vous dit les croisades, c'est de la saloperie, on vous explique jamais ce que c'est. Mais il y a eu quand même des moments bien, c'est les moments où on s'est parlé. Oui, en guerre, on se parle. Mais bon, ça ne nous désoblige pas de comprendre la guerre. Le fait qu'à un moment, on se soit parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est sur la corde raide, qui peut parfois vous paraître excessif, qui est néanmoins exact sur les faits. Après, vous ferez la religion que vous voudrez sur ces sujets. Et je terminerai là-dessus, c'est un ouvrage qui est entre deux écoles dites du choc des civilisations. Un jour, il faudra peut-être que j'écrive sur Samuel Huntington, parce que j'estime qu'on a raconté tellement de saloperies sur ce pauvre homme qu'il y a un aspect injuste. Par exemple, si je vous dis Samuel Huntington, qu'est-ce que vous me répondez? Mis à part choc des civilisations, qu'est-ce que vous me répondez? Hyperclasse mondiale. Alors, qui est un concept à lui, hyperclasse mondiale, tout à fait, comme homme de Davos d'ailleurs. Culture de Davos, ouais. Vous me répondez néoconservateur. Totalement bidon. Les néoconservateurs l'ont haï, traqué. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes un néoconservateur c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut la généralisation de l'économie de marché par l'intermédiaire de l'incursion militaire et surtout de l'imposition du régime démocratique par la théorie du state building. C'est ça, un néoconservateur. C'est quelqu'un qui pense que l'économie de marché mérite, parce que la mondialisation apportera à la fois la paix et la prospérité et en même temps la domination, mais la domination douce, mérite ce qu'on appelait dans l'Antiquité la politique de Cléon. C'est pour ça d'ailleurs qu'à tout problème, ils répondent par la guerre. Et vous avez vu, il y a quelques semaines, les résultats brillants que ces théories ont eu en Afghanistan. Donc,
Huntington n'est pas du tout là-dessus. Vous avez des théoriciens du choc des civilisations, Bernard Lewis particulièrement, qui sont proches de ça. Huntington, pas du tout. Huntington est un WASP, isolationniste forcené, qui dit « les frontières de l'islam sont des frontières de sang ». La phrase est restée célèbre et elle peut vous apparaître violente. Mais que dit-il ensuite ? Parce que ce sont des frontières de sang, ne vous en approchez pas. Ne les attaquez pas. Donc d'un côté, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec Huntington, mais néanmoins, si vous l'appliquez lui, vous tuez moins de musulmans que si vous n'y croyez pas au choc des civilisations. Parce que ceux qui ont tué plusieurs millions de gens en Irak, en Libye, etc., ne croyaient pas au choc des civilisations. Ça ne veut pas dire que ce choc soit éternel, ça ne veut pas dire qu'il soit négatif entièrement. Il peut être... Vous pouvez avoir un choc intellectuel avec quelqu'un. Mais pourquoi Huntington voulait le choc ? Parce qu'il voulait la distance entre les civilisations, parce que pour lui, tout n'était pas mixable, tout n'était pas mélangeable. Sinon, on obtient ce que lui appelait l'hyperclasse mondiale, les hommes de Davos, c'est-à-dire malheureusement notre monde. Personne, les néoconservateurs qui ont attaqué l'Irak, justement, ne croyaient pas au choc des civilisations, ils croyaient que tout peut se régler par l'économie de marché et le semblant d'État démocratique qui est nécessaire pour maintenir l'économie de marché, et donc ils ont fait le state building. Bon, vous avez vu les résultats à Kaboul. Vous inquiétez pas, les résultats à Bagdad sont pas mal aussi dans le genre. Donc, quant aux résultats à Tripoli, entre deux marchés d'esclaves, c'est fou ce que c'est devenu festif depuis que Kadhafi est mort. Mais, vous voyez, en réalité, Huntington, c'est quoi ? C'est un, comment dire, et sans aucune méchanceté pour sa mémoire, c'est un Cold Warrior qui aimait son pays, qui pensait que l'Amérique post-soviétique ne devait pas prendre une forme impériale et devait revenir à elle-même. Et pour ça, il a une mécanique de l'histoire des civilisations qu'on pourrait qualifier de brodel de second degré. Parce qu'il y a beaucoup d'ailleurs de lectures critiquables qu'il emprunte, largement à Brodel d'ailleurs sans le citer, et qu'il parjure légèrement d'ailleurs. Grammaire des civilisations, si vous voulez un grand ouvrage sur les confrontations de civilisations, Grammaire de civilisation de Brodel est largement supérieure. Je vous rappelle que Brodel est quasiment un dieu vivant dans certaines facs américaines. Il n'y a qu'en France qu'on a oublié ce type-là. Mais bon, pas grave, en France, il y a des choses qu'on peut se permettre d'oublier. Donc, ça, c'est l'aspect le plus critiquable de l'ouvrage. Néanmoins, j'estime que nous avons réussi, avec cet ouvrage, à faire avancer la science, entre autres l'histoire militaire déjà, mais surtout d'arriver à penser l'impensable, c'est-à-dire la confrontation avec l'altérité, de reconnaître l'altérité comme réellement l'autre. C'est-à-dire comme quelque chose qui peut être une richesse, qui peut être un défi, qui peut être aussi une menace. C'est l'ambiguïté de l'altérité. Et l'autre n'a pas nécessairement à nous ressembler, ce que c'est drôle d'ailleurs, parce que ce raisonnement droit de l'homiste qui est généralisé aujourd'hui est ethnocidaire, parce que si l'autre doit nous remplacer, ça veut dire qu'il doit se mutiler, et néanmoins on prend ça pour de l'humanisme, ce que historiquement ce n'est pas. Voilà, j'espère que vous avez au moins donné envie de découvrir un peu cet ouvrage. Pour ceux qui regarderont la vidéo, tous les moyens de se procurer seront en description, et j'espère que nous allons pouvoir avoir un échange fructueux dessus. Merci beaucoup, merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.